Bonjour et bonsoir chers amis. Bonjour Monsieur Diabanza. Bonjour. Nous nous retrouvons de nouveau pour poursuivre notre élan que nous avons débuté depuis quelques temps, depuis plusieurs séries sur le panafricanisme expliqué. La dernière fois, vous êtes revenu sur les 7 royaumes sur lesquels géraient les rois de Congo et à la fin, vous avez évoqué les 7 présidences que doit connaître l'Afrique. Alors, où en sommes-nous par rapport à cela? Est-il déjà arrivé ce temps-là où nous allons voir tout être basculé en Afrique ou devons-nous encore attendre? Alors, je vous laisse la parole. Merci déjà. Voilà, les 7 présidences, j'aimerais déjà faire une grande nuance. Vous savez, j'ai l'habitude d'utiliser des jargons et des termes qui permettent à tout le monde de comprendre. Mais dans des écoles initiatiques africaines, il y a eu de ceux qui étaient chargés de présider l'initiation de certaines personnes, de certains jeunes africains. Et ces jeunes-là, notamment, ils ont été placés dans l'orbite, c'est-à-dire leur destinée a été tracée pour qu'ils viennent accomplir ce que l'Afrique devait connaître après cette longue série d'humiliation, d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme. Ainsi, ces grands érudits avaient annoncé les 7 présidences. Je prendrai par exemple le nom, je citerai le nom de Simon Kimbangu, qui avait, si vous voulez, aussi annoncé, parce que, bon, si on doit faire quelque chose ici, quand j'ai dit par exemple Simon, c'est le conclave des Blancs qui se sont réunis pour déterminer l'avenir indépendant de l'Afrique. Et Kimbangu, comme on le sait, c'est le périnée. Lorsqu'on regarde la femme africaine, le périnée, la petite porte d'où l'on sort, c'est là que devaient sortir, naître toutes ces nouvelles personnes qui seraient venues en fait pour réformer ces choses. Alors, j'ai juste fait une petite démonstration. Simon Kimbangu, lui, disait, il parlait des 7 présidences. Il a annoncé les 7 présidences. Mais bon, les gens mal intentionnés ont fait croire aux gens parlant juste d'une histoire des 4e présidents. Je voudrais dire déjà, le peuple indien, eux, attendent 2e retour des Shiva. Les chrétiens attendent le 2e retour du Christ. Le Christ qui reviendra pour une 2e fois, qui sera précédé de Jean-Baptiste. Le musulman et attendent le 12e imam, l'imam caché, Al-Mahdi, qu'on appelle Al-Mahdi. Les rosicruciens, eux, attendent la 4e monarchie. 4e monarchie. Le bouton, et ils ont déjà, pour eux, il est déjà revenu. La 4e monarchie chez eux, c'est le 4e bonheur. 4e bonheur. Qu'ils ont appelé le BNB. Le bonheur national brut. Que tout le peuple du bouton devait accéder. Donc voilà. Ici, nous avons des énoncés, plusieurs énoncés, comme certains des Africains ou des Congolais aussi attendent les Kwatulendo. Donc, ces prophéties, ces énoncés sont, si vous voulez, la lumière du monde partagée par tout le peuple de la terre. Et cette lumière, je disais aussi, les Indiens attendent Bana Mbumba, les enfants de l'arc-en-ciel, qui viendront de toutes les races, de toutes les cultures et qui défendront la terre. Voilà les différentes énoncés des prophéties parfois. Ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas tout cité. Mais pour vous donner l'idée que dans des grandes écoles initiatiques, et tous ceux qui ont fait partie dans des grandes écoles initiatiques savent aisément qu'est-ce qui nous attend et dans quelle période, si vous voulez, dans quelle période nous nous trouvons et qu'est-ce qui arrivera dans les jours à venir. Les 7 présidences que je vous ai parlé récemment ont été bien évidemment énoncées dans les grandes écoles initiatiques. Et tous les initiés africains savent maintenant de quoi je parle. Alors, la première présidence, comme je disais, c'est une présidence qui viendra détruire toutes les structures
coloniale et esclavagiste. Ce sont les Africains de la première présidence qui viendront détruire toutes les structures coloniales et esclavagistes. Ils ont présidé la destinée du peuple africain dans ces contextes, en faisant en sorte de commencer à briser tous ces phénomènes. D'abord, il y a eu des pionniers qui ont fait le premier travail, c'est-à-dire qui ont brisé les chaînes de l'esclavage, de la domination mentale, qui ont enseigné, qui ont livré des combats, je citerai des Simon Kimbangu, je citerai des Marcus Garvey, je citerai des Makaya, je citerai des Boukman, je citerai de Makandal, je citerai des Kimpavita. Donc j'en citerai énormément. Eux, ce sont des pionniers, ceux qui ont posé les bases. C'est eux d'ailleurs, parmi eux, c'est eux qui ont annoncé l'arrivée des présidents. Marcus Garvey utilisait la naissance d'une étoile montante qui naîtra vers l'Éthiopie, d'où les gens parlaient du grand Negus Haïlé Sélassié. Chacun d'entre eux a utilisé ces termes. Simon Kimbangu a utilisé ces termes. Eux tous, quand ils sont arrivés à la fin de leur mission, ils ont légué et ils ont annoncé ces choses. Boukman avait utilisé ses propres termes concernant les premiers présidents qui viendront même pour gouverner l'Haïti. Donc allez chercher, vous verrez qu'eux tous, ils ont posé les bases. Mais il y a 7 présidences qui ont été alignées. Donc la première présidence, c'est les présidents qui sont venus détruire les structures coloniales. Ces structures sont politiques, sociales, économiques et financières. Et ces structures sont aussi militaires. Prenons le cas de notre mère patrie, l'Afrique, parce que je vais être centré sur l'Afrique pour essayer de permettre à tout le monde de ne pas se perdre, sans pour autant que je ne sorte pour aller chercher d'autres exemples, parce que je peux bien sortir pour aller chercher d'autres exemples en Haïti, d'autres exemples partout, mais je viendrai progressivement. J'ai dit bien, je viendrai progressivement. Je n'aimerais pas qu'il y ait des gens qui viennent nous dire, vous n'avez pas cité un tel, vous n'avez pas cité. J'ai dit, je reviendrai progressivement. Alors, je dois contextualiser et si vous voulez utiliser la géographie, localiser le lieu où je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors, je parle en Afrique. En Afrique, les premières présidences énoncées dans des grandes écoles initiatiques africaines, ce sont les présidences qui sont venues détruire les structures coloniales et esclavagistes. Ces structures sont aussi linguistiques. Vous aurez à remarquer, lorsque le mouvement des indépendances commence vers les années 49 et les années 50, les premières mesures qui ont été prises étaient des mesures d'abord sociales, où il fallait réformer et changer le fondement de groupement, ce que vous appelez des associations. Les partis politiques, je précise bien, le parti politique n'était plus l'émanation de ce qui était des courants de pensée occidentale, les doctrines philosophiques ou les doctrines politiques occidentales. C'est-à-dire les doctrines philosophiques et occidentales, les doctrines de pensée, les courants de pensée occidentales qui alimentaient, jusqu'à preuve du contraire, les autres partis africains, dans lesquels, vous savez, par exemple, les rassemblements démocratiques africains d'Houphouët-Boigny, il y avait d'autres partis au Sénégal, d'autres partis qui étaient représentés partout, où les Africains étaient des animateurs, en fait, ensemble avec leurs maîtres colons, c'est-à-dire les Belges, les Français, les Portugais, les Espagnols, et j'en passe. Mais avec ça, prenons l'exemple d'une structure, la mise en place d'une structure. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Le parti politique né hors des bases culturelles et de pensée, de courants de pensée occidentale, c'est l'ABACO. L'ABACO était d'abord un groupement associatif basé sur des principes sociaux, de valeurs culturelles, spirituelles de l'Afrique, donc du peuple Congo. Et ils avaient comme symbole les kodia, la coquille de l'escargot, que vous me voyez toujours mettre ici quand je parle du chiffre 2. La coquille de l'escargot représente la structure du monde, la structure de notre monde. Comment tout est lié, comment tout est entrelié. C'est la parole fécondante. Mais aussi libératrice. C'est cette parole-là. Donc il fallait libérer déjà, par la parole, l'Africain, il fallait libérer et donner naissance à d'autres formes d'organisation politique. Et les organisations politiques devaient partir sur base de valeurs culturelles, si j'ose dire, et spirituelles de peuple. C'est ainsi que vous avez vu, beaucoup de partis politiques sont nés dans des groupements sociaux que vous avez appelés tribal et ethniques. Ça, c'est le langage occidental. C'est là que les gens ont appelé l'Afrique. Ils disaient que l'erreur de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique, il y a eu des naissances des partis ethniques et tribales. Ce n'était pas des partis tribales. Et c'était une erreur.
de pouvoir briser ces structures pour créer des structures que vous appelez démocratiques. Ce sont des structures qui ne sont pas nées de courants de pensée, des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles africaines. Alors, ces présidents-là ont eu la charge de pouvoir détruire toutes les structures coloniales et esclavagistes. Alors, comment détruire ces structures-là? Il fallait commencer par des groupements qui sont basés sur des valeurs spirituelles, culturelles du peuple africain. Raison pour laquelle ces premiers tambours, ces premiers mouvements des indépendances devaient s'asseoir sur ces mécanismes-là pour permettre quoi? Permettre à l'homme africain de se reconnecter avec les empires immatériels de l'Afrique, avec les royaumes qui ont été détruits, matériels qui ont été détruits, mais avoir la possibilité de se reconnecter pour refaire sa société nouvellement, refaire son identité. Cela aurait permis à l'homme africain d'être maître de soi-même, maître de sa destinée, maître aussi de son jeu politique, parce qu'il aurait compris pourquoi et qu'est-ce que nous défendons et au nom de quoi nous défendons. C'est-à-dire, c'était l'émergence des 21 nations de l'Afrique Guinée que je vous ai expliqué autrefois, de courants de pensée qui étaient introduits dans ces groupements associatifs. Chaque groupement associatif était assis sur des principes des nations africaines. Et vous verrez que leurs symboles à eux tous, quand vous regardez les symboles des premiers partis africains, ces symboles-là, regardez bien, quand je donnerai les symboles des 21 nations, vous aurez compris qu'ils avaient eux déjà cet enseignement, parce qu'ils sortaient des grandes écoles initiatiques de l'Afrique. Donc, c'est qui nous a donné les premières présidences, qui devaient détruire les structures coloniales et esclavagistes. Et ces présidents-là qui sont venus, qui avaient cette charge-là de la destruction des structures politiques, associatives, c'est-à-dire des regroupements. Comment, sur base de quoi on doit se regrouper? Pourquoi devons-nous nous regrouper? Voilà, c'était par rapport aux identités africaines. À la différence d'aujourd'hui, où on se regroupe parce que nous sommes des sociodémocrates, parce que nous sommes des chauvinistes, parce que nous sommes, je ne sais pas moi, des républicains, parce que tous ces mécanismes-là, c'est encore la subordination intellectuelle et l'aliénation culturelle et mentale de l'homme noir et de l'homme africain, qu'il faut détruire. On dirait que le travail des premiers présidents ont été sapés, que les structures coloniales n'ont pas toutes été détruites. Alors, ces structures-là doivent être détruites. Les partis politiques qui se fondent sur base de courants politiques venus d'ailleurs ou d'extérieur. Donc, il faut refonder, repartir sur ces bases-là structurées, sur ces bases-là qu'avaient posées ces présidents premiers. Alors, parmi les présidents-là, j'ai cité ici Labako qui était, alors c'est moi donc, dont le président était en premier Nzenza Landou, qui était le premier même de cette structure-là, qui a mis en place. Mais bon, l'histoire a fait en sorte que ceux qui sont venus plus charismatiques ont pris et sont montés pour aller dans ce. Donc au Congo, nous avions eu Kassavubu, nous avions eu Barthélemy Boganda en Centrafrique, nous avions eu, à cette époque-là, je parle de ces périodes-là, les grands Négus, Haïlé Sélassiaï, nous avions eu, à cette époque-là, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Samora Machel, Samou Djouma. Ils sont nombreux, si je dois tous les citer. Je pense que vous avez l'idée de là où je viens. Alors, ils avaient leur temps. Ces présidents, à la limite, je dirais, ces présidences devaient régner 5 ans ou 10 ans, à la limite. Mais certains d'entre eux, vous avez vu, ont totalisé 5 ans. Et au bout de 5 ans, la plupart ont été assassinés. Quand je parle des présidences, ne regardez pas simplement la fonction présidentielle. Parce qu'au Congo, Patrice Lumumba était parmi les présidents qui sont venus détruire les structures coloniales. Et Patrice Lumumba a plus basculé vers la deuxième présidence. C'est la présidence de ceux qui sont venus donner à l'Afrique l'indépendance économique, mais aussi la souveraineté économique, financière, vous pouvez mettre alimentaire et médicale. Donc quand je parle de médical, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont venus réinstaurer le mode des traitements africains. Parce que l'Afrique a la guérison. L'Afrique ne soigne pas, mais guérit. Alors que la médecine occidentale soigne. Alors il a fallu rétablir l'art, la médecine africaine. Ce qui par conséquent devait être lié avec la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Parce que c'est là que l'Africain a su puiser les premières bases de sa médecine. Donc, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, parce que quand on parle de la souveraineté alimentaire, on voit réellement la terre, parce que c'est là d'où tout sort, d'où tout pousse. Alors quand on voit la terre, on voit réellement la souveraineté économique. Il faut disposer de ces terres, il faut disposer des ressources et des énergies pour parler de l'alimentaire et de la santé. Mais aussi
l'indépendance économique. Donc voilà le rôle de deuxième présidence. Et le rôle de troisième présidence était l'éducation de l'Afrique. Cette éducation, facteur de développement. Donc, l'homme africain a été longtemps lobotomisé. L'homme africain a été longtemps détruit. L'homme africain a été longtemps sous-développé, c'est-à-dire dans l'incapacité de se promouvoir ou de s'émouvoir de la tutelle et de l'autorité occidentale. Donc, il aurait fallu que l'homme africain puisse être développé, avoir ses propres canaux d'inspiration, avoir ses propres canaux de réflexion, avoir sa propre technologie, avoir, si vous voulez, ses propres inventions, et cela devait se passer par l'éducation. Cette éducation, c'était le rôle de troisième président. Le quatrième président, ou disons la quatrième présidence, c'était la présidence qui devait transformer l'homme africain. Le transformer totalement. Transformer la société africaine. D'où les finances, les projets, la transformation des matières premières, la transformation des énergies et des richesses devrait se passer normalement en Afrique. Donc, il devrait normalement se passer en Afrique. On ne devait plus jamais parler de la transformation de choses à l'extérieur de l'Afrique. Et l'homme africain devait devenir un homme nouveau, un homme qui n'avait plus de repères occidentaux, qui ne réfléchissait plus comme il est aujourd'hui, par des débris culturels, des débris, je dirais, philosophiques et spirituels, hérités de la colonisation et de l'esclavage. L'homme africain devait redevenir un homme nouveau, capable de transformer ses propres ressources et ses propres richesses, capable de transformer sa société, capable de s'auto-transformer lui-même, de ne plus être dépendant de ces cordons ombilicaux qui autrefois les nourrissaient. Et le cinquième présidence ou la cinquième présidence, c'est la présidence qui doit apporter le règne végétal. Le règne végétal à l'Afrique, où l'homme africain et l'Africain devaient renoncer à tuer les êtres qui lui sont semblables, c'est-à-dire les êtres inanimés et animés et les êtres vivants. À renoncer à manger la viande, donc à tuer des animaux, à renoncer à l'exploitation des matières premières, des mines, des minerais qui sont vivants, que vous appelez des minerais stratégiques, des minerais qui sont vivants parce que c'est d'autres phénomènes derrière. Il devait renoncer à la destruction des êtres vivants, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'exploitation des mines ou de choses à ciel ouvert, lorsqu'on fait l'exploitation du pétrole, lorsqu'on va exploiter les richesses dans les eaux, il y a beaucoup des êtres qui sont détruits. Donc la destruction de l'écosystème. C'est ici que devait s'asseoir les règnes végétales. Alors, à partir d'ici, la cinquième présidence jusqu'à la septième présidence, c'est un temps qui n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore dans ces temps. Selon les prévisions des grandes loges ou des grandes écoles initiatiques africaines, en ce moment où nous parlons ici, là, en ce moment-là, l'Afrique devait connaître la quatrième présidence. On devait régner la quatrième présidence. Donc, c'est-à-dire, ce sont de ceux qui sont venus pour transformer l'homme africain, transformer l'Afrique. Et que le financement de tous les projets, les matières premières de l'Afrique, tout ce qui se passe en Afrique, devait être financé par l'Afrique. Nous devons transformer nos matières premières nous-mêmes. Nous devons avoir nos propres technologies, nos propres inventions, nos propres armées, nos propres matériaux, engins militaires, nos propres armes. C'est-à-dire, tout devait être propre à nous-mêmes. La société africaine, notre propre architecture, notre propre mode, si vous voulez, programme et sculpture d'éducation et d'enseignement. C'est-à-dire, c'est la quatrième présidence. Alors j'étais les 5, 6 et 7e présidence parce que c'est le temps à venir. En ce moment-là, nous vivons la quatrième présidence de l'Afrique. C'est que le Rosicrucien appelle la quatrième monarchie. C'est ce que nous vivons dans ces temps-là. Dans tous les loges éclairées, dans toutes les lumières du monde, on sait que nous vivons cette quatrième époque. Cette quatrième époque, c'est relié au quatrième monde. Le quatrième monde où les ancêtres de toute l'humanité ont été enseignés. Dans ce quatrième monde où on a fixé la durée des choses, la durée du monde, la durée des temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ce cycle finira. Il y a un temps où ces richesses prendront fin, où il faudra renouveler tout. Il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps quand on est sur Terre, d'où les temps de la limite de la vie a été fixée. La limite de toutes choses. Les limites de toutes choses ont été fixées. C'est le quatrième monde, d'où tout ont été enseignés. Je vous ai parlé de 9 mondes, où tous les 9 ancêtres de l'humanité ont été enseignés. Les ancêtres de l'humanité ont été enseignés. Donc là, c'est lié au quatrième monde, la quatrième présidence. Et qui est aujourd'hui connu chez les Boutons, le peuple qui en ce moment vit le BNB, le bonheur national brut. Tout le peuple bhoutanais connaissent le bonheur national brut. Ils ont accédé à cette quatrième monarchie, cette quatrième bonheur, si vous voulez. Donc nous,
il nous faut cette quatrième présidence. Alors, le parallélisme que nous allons faire avec le panafricanisme actuel et l'actualité panafricaine, c'est que nous ferons le portrait croisé des premières présidences. Les figures de proue de première présidence. C'est-à-dire, je ferai le portrait croisé de Julius Nyerere pour commencer. De Julius Nyerere et de Kwame Nkrumah. Donc, on fera le portrait croisé de Julius Nyerere et de Kwame Nkrumah. Alors, ces portraits, on verra les deux personnalités. Sur le plan spirituel, on les verra sur le plan culturel, nous les verrons sur le plan politique, sur le plan économique, nous les verrons aussi sur le plan militaire, nous le verrons sur le plan social, et si cela nous sera permis, nous irons aussi leur voir sur le plan, c'est-à-dire en tant qu'homme d'État. Leur carrure en tant qu'homme d'État. Donc voilà le portrait croisé que nous ferons. Nous ferons deuxièmement le portrait croisé de Modibo Keïta et de Barthélemy Boganda. Modibo Keïta et de Barthélemy Boganda. Ensuite, nous ferons le portrait croisé entre Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Bien évidemment, il y aura d'autres progressivement. Nous irons plus loin. Il y aura d'autres progressivement. Mais nous commencerons par Julius Nyerere parce que nous sommes en train de prendre les figures de proue du panafricanisme actuel. Ceux qui aujourd'hui demeurent incontestablement comme des figures de proue du panafricanisme actuel. Ceux qui ont impulsé à ces mouvements une dimension étatique et je dirais une dimension mondiale et planétaire. Donc, Julius Nyerere et Kwame Nkrumah, nous verrons Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, le lion et le crocodile. Donc, nous vous donnerons même, comme j'ai dit, spirituel, c'est-à-dire les écoles totémiques ou initiatiques de ces deux personnalités. Et puis, Modibo Keïta, ici, et Barthélemy Boganda. Voilà le premier portrait des figures de proue du panafricanisme et que nous aurons à voir prochainement, d'où nous rentrerons dans les détails essentiels pour vous faire comprendre l'approche panafricaine de Julius Nyerere, l'approche panafricaine de Kwame Nkrumah. Nous verrons la personnalité spirituelle de Julius Nyerere et la personnalité spirituelle de Kwame Nkrumah. Nous verrons la personnalité culturelle de Julius Nyerere et la personnalité culturelle de Kwame Nkrumah. Nous verrons l'homme politique Julius Nyerere et nous verrons l'homme politique Kwame Nkrumah. Nous verrons les gestionnaires, ou si vous voulez l'entrepreneur, ou le patron Julius Nyerere, l'homme économique, et Kwame Nkrumah. Et nous verrons les guerriers Julius Nyerere, les guerriers Kwame Nkrumah. Nous verrons les citoyens, l'homme social, les citoyens Julius Nyerere et les citoyens Kwame Nkrumah. Et nous verrons l'homme d'État, le président Julius Nyerere et le président Kwame Nkrumah. C'est cette même grille que nous utiliserons pour Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, que nous ferons aussi entre Modibo Keïta et Barthélemy Boganda. Donc ça sera dans nos prochains numéros, si vous le permettez, panafricanisme expliqué, d'où nous rentrerons dans l'essentiel de tous ces mécanismes qui attendent notre mère patrie d'Afrique. Alors si vous avez été instruit par cette vidéo, partagez-la et mettez-nous un pouce bleu. Et sinon, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bobisso Media pour être averti de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Merci.